Lundi 8 août 2022, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de ce journal version française. Je vous remercie également de nous rejoindre pour vous informer. Tout de suite, concernant les actualités de ce jour, l'Union européenne a toujours été aux côtés de Madagascar et continuera de l'être pour affronter les impacts de la crise mondiale actuelle. Un dialogue de partenariat s'est tenu ce matin entre l'Union européenne et Madagascar, un dialogue durant lequel on a pu constater que la relation entre les deux parties était fructueuse et s'est renforcée au cours de ces 3 dernières années. L'objectif est toujours de renforcer ce lien, a déclaré l'ambassadeur de l'Union européenne ce jour dans l'optique de développer Madagascar, mais également de permettre à Madagascar d'affirmer son rôle sur la scène internationale. Un reportage de Judical Rangianirin et Andra Zanjebe. La 10e édition du dialogue de partenariat entre Madagascar et l'Union européenne s'est tenue aujourd'hui au Palais Diavlou. Mis à part l'ambassadeur de l'Union européenne, quelques ambassadeurs des pays membres de l'Union européenne y ont également participé à travers une réunion en visioconférence. Le but de ce dialogue est d'améliorer la qualité de vie de la population et de redresser le pays, selon le président de la République, Andry Rajoelina. Madagascar a fait face à de nombreuses difficultés, notamment les cyclones, la sécheresse, la pandémie et maintenant les impacts de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Le gouvernement a su y faire face, mais la stabilité et le calme sont nécessaires pour s'en remettre. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de veiller à la stabilité du pays, au bien-être du peuple, à la reprise économique, mais surtout Madagascar, j'aimerais le dire, Madagascar n'est pas un pays en crise, mais Madagascar a besoin de stabilité pour avancer sereinement, pour relever du choc des récentes crises. C'est uniquement en privilégiant un climat social apaisé et solidaire que nous pourrons libérer le plein potentiel de Madagascar et le conduire sur la voie de la prospérité. Ces crises mondiales qui nous est forcées à revoir et à réajuster notre stratégie d'action, mais surtout de notre démarche pour redresser le pays. Dans ce contexte d'adversité, l'État malagasy a pu mener de nombreux chantiers de réforme et concrétiser un grand nombre de projets structurants avec un impact substantiel dans la vie quotidienne de la population malgache. La situation politique a également été abordée, ainsi que les relations internationales, notamment de la guerre en Ukraine, la démocratie et les élections. La discussion s'est également portée sur les coopérations, à savoir les nombreux projets qui sont financés par l'Union européenne à travers le 11e FED. Si l'on ne cite que la réalisation des infrastructures de développement, l'instauration d'une bonne gouvernance, le volet sanitaire, énergétique et surtout le développement du sud de Madagascar. La coopération s'est poursuivie malgré les nombreuses épreuves traversées par le pays. L'Union européenne a été aux côtés de Madagascar dans la lutte contre la rougeole, contre la Covid-19, la sécheresse et les cyclones. Les menaces planent toujours, encore plus maintenant, et entraînent des difficultés au monde entier. Madagascar n'y échappe pas. L'Union européenne réitère sa volonté à accompagner Madagascar dans ce sens. La chose importante, c'est que dans toutes ces crises, l'Union européenne est à côté de Madagascar. L'objectif qu'on a ensemble, je peux le dire, c'est vraiment le développement du pays. C'est vraiment l'émergence de Madagascar, c'est vraiment favoriser de plus en plus l'insertion de Madagascar dans les marchés internationaux d'une façon, disons, autonome, mais en même temps qui puisse assurer la prospérité au pays. L'invasion russe de l'Ukraine a provoqué un niveau de dévastation, de destruction jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et malheureusement, la communauté internationale doit faire face à ces défis, à l'ordre international. Mais aussi, les pays du monde entier doivent faire face aux conséquences économiques de la guerre, qui malheureusement se manifestent sur l'augmentation des prix des carburants, des prix des produits alimentaires, des fertilisants et d'inflation généralisée. Et donc là, dans ces contextes, notre coopération devient encore plus importante. Parce que, évidemment, les pays risquent d'avoir des conséquences, comme tous les pays du monde, pour quelque chose qui est hors notre contrôle.
Ce 10e dialogue de coopération est la dernière rencontre à laquelle l'ambassadeur Giovanni Di Girolamo a participé. En effet, son mandat s'achève ici. Mais ce dernier a confirmé que l'Union européenne a toujours été aux côtés de Madagascar et continuera de l'être. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a aussi souligné durant ce dialogue de coopération que Madagascar est un État de droit et un État démocratique. La volonté du gouvernement à préparer et affronter l'élection présidentielle de 2023 en témoigne. Retrouvons le Premier ministre, chef du gouvernement. Le changement à la tête de l'État s'est fait de façon très démocratique en 2019. Monsieur le Président de la République donc, a pris ce chantier et a consolidé cela. Madagascar est un pays en mutation. Nous avons consolidé les bases de cette démocratie et que l'année prochaine, tout le monde devrait être d'accord que les élections, notamment les élections générales, puissent se faire à Madagascar avec la participation de tous. Et la confirmation par le gouvernement de Madagascar, effectivement, de cette tenue, de cette échéance importante pour le pays, justement pour consolider cette démocratie à Madagascar, cette démocratie qui reste chère pour Monsieur le Président de la République, pour l'ensemble du gouvernement, et que c'est à travers la démocratie consolidée que nous pourrions dire que l'état du droit existe dans ce pays. Cette liberté d'expression, cette liberté d'opinion qui existe à travers l'ensemble des réformes que nous avons entreprises donc, depuis 3 ans et demi maintenant, puisse être consolidée dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, pour que tous les changements démocratiques, tout le processus démocratique puisse être quelque chose qui anime le socle de développement et de l'émergence de Madagascar. Et sur un autre sujet, à présent, environ 480 familles bénéficieront du projet d'amélioration et de construction d'un nouveau réseau de transport d'électricité pour Antananarive. L'amélioration du réseau interconnecté d'Antananarive fait partie du projet PAGOS financé par la Banque mondiale. Dès vendredi, la JIRAMA organisera une réunion avec les habitants impactés par la mise en place du pylône selon la JIRAMA. Un reportage d'Andiana Martina et Sylvain. 10 districts dans la commune d'Atsimjan, Avarajan, Ambujachim et de la ville d'Antananarive bénéficieront du projet d'amélioration du réseau d'alimentation d'électricité à Antananarive, soit 480 familles selon les prévisions de la JIRAMA. Cependant, les rizières et les surfaces agricoles ne seront pas touchées, même si les pylônes seront implantés sur ces lieux. 1491 surfaces agricoles sont impactées selon l'enquête des techniciens. Ce nouveau réseau sera doté d'une puissance de 90 kV et alimentera la partie nord de la ville d'Ambudvoun en passant par la partie sud et allant vers Anuzatu. Les habitants concernés seront dédommagés, a affirmé la JIRAMA. Cette dernière appelle donc ces derniers à venir auprès des centres en charge de dédommagement, a rappelé que la Banque mondiale a alloué un financement de 7 millions d'euros pour ce projet. Et toujours dans ce cadre, environ 5000 habitants sont desservis par le projet en voie dans les communes d'Anjanouinal et d'Ambouimaville, le district de Tuliara 2, dans la région à Simonjif. Ce projet comporte 2 volets, à savoir l'électrification par centrale et mini-réseaux et l'appui au développement d'activités productives auprès des populations locales. De centrales électriques hybrides solaires ont été installés, l'une à Anjanouinal et l'autre à Ambouimaville, avec des mini-réseaux aériens qui parcourent les 2 chefs-lieux de communes, desservant plus de 600 ménages dont les conditions de vie, grâce aux usages domestiques de l'électricité, se trouvent nettement améliorées. Toujours un reportage d'Andiana Martina. Environ une vingtaine d'activités génératrices de revenus ainsi qu'une dizaine d'emplois liés à l'installation et l'exploitation des services électriques ont été créés afin d'initier le développement croissant des communes d'Anjounial et d'Ambouimaville. Constituée à 80% d'éleveurs, la population de la commune d'Anjouinal est réputée pour ses produits laitiers. Cependant, faute d'électricité, la conservation de leurs produits était impossible jusqu'à aujourd'hui. Actuellement, avec l'arrivée d'une énergie propre et abordable, des projets de transformation de ces produits laitiers pourront être envisagés afin de créer des multiples emplois pour la population locale. Par conséquent, comme la commune d'Anjouinal se situe le long de la route nationale numéro 7,
des activités satisfaisant les voyageurs et camionneurs ont pu être créées, à savoir des ateliers de vulcanisation, de réparation de bicyclettes et de charrettes, de construction d'ouvrages métalliques, mais aussi des établissements de restauration et d'hôtels. Pour le cas d'Amboumaville, grâce à la rivière Dounilai, la commune possède un fort potentiel en agriculture et en riziculture. Elle dessert actuellement les localités aux alentours, mais aussi la ville de Touliar. Avec l'arrivée de l'électricité, la sécurité s'est améliorée, la productivité de la population locale également, qui désormais peut travailler avec sérénité. Les deux sites d'Anjouinal et d'Amboumaville ont été inaugurés ce 6 août 2022 au cœur des deux chefs-lieux de communes respectives et ont réuni ceux qui ont contribué à la réussite de ce projet dans le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures. 3 Fouktani dans la commune rurale d'Anjouipan, district d'Ampani Nord, région Atsimandjefan, bénéficient désormais d'un plein accès à l'eau potable grâce au nouveau système d'adduction d'eau potable cofinancé par l'UNICEF et l'UKAID du gouvernement britannique à hauteur de 1,2 milliard d'ariari. L'installation de ces infrastructures permet également à la population d'améliorer l'accès à tous les services liés à l'assainissement et l'hygiène et aussi pour une meilleure santé. Vous la sphère sur les images de Secha Angelampo. La commune d'Anjouipan figure parmi tant d'autres communes dans le sud victimes de pénurie d'eau. Il faut au moins faire plus de 12 à 14 km à pied pour pouvoir accéder à des sources d'eau améliorées. En plus, un bidon de 20 litres d'eau coûte 1000 ariari, témoigne Astou Hassan, habitant d'Anjouipan. Composé de systèmes de forage, de pompes photovoltaïques, de bornes fontaines, d'un dispositif de lavage des mains pour l'école, ainsi que de conduite à mener et de distribution avec tous les accessoires, l'ensemble du système profite à plus de 5000 personnes dans les Foukutan Tambalatimvik, Anjouipan et Niswa. Autant de nouvelles infrastructures qui vont apporter une amélioration notoire, notamment pour la santé des habitants et le développement du milieu, des groupements de Foukutan, où ils sont issus. Les habitants boiront de l'eau potable, les enfants seront capables de laver leurs mains. L'eau est très importante pour tout. Ouais. Et si on peut fournir l'eau potable à la population, il y a au moins 3 avantages. Premièrement, pour la santé. Oui, parce que si on n'a pas accès à l'eau potable, donc il y a beaucoup de problèmes de santé. Deuxièmement, les personnes ici, particulièrement les filles et les femmes, perdent beaucoup de temps, trop de temps, pour aller chercher de l'eau. Donc, si vous avez accès à l'eau immédiatement au village, donc ça gagne beaucoup de temps et donc il peut utiliser ce temps pour faire quelque chose de plus productif, comme aller à l'école ou pour faire l'agriculture et tout ça. Troisièmement, comme ici, l'eau, c'est pas seulement pour boire, c'est aussi pour faire l'agriculture, pour les animaux et tout ça. Donc, il y a beaucoup d'avantages économiquement aussi. Donc, c'est un projet très important. Je suis heureux en tant que gouvernement britannique, on soutient ce projet. C'est une partie de notre aide à Madagascar et particulièrement au sud de Madagascar qui fait face aux sécheresses du Kiraï. Les travaux ont été achevés en mars 2022 après 11 mois de construction avec le financement de l'UNICEF et de l'UKAID à hauteur de plus de 1,2 milliard d'ariari. Grâce à cette nouvelle infrastructure, l'essor de l'agriculture est également attendu avec plus de 5000 mètres carrés de surface cultivée, comme ici à Niswa, où une culture maraîchère a été mise en place grâce à ces infrastructures en eau. Ainsi, le représentant de l'UNICEF à Madagascar renouvelle la détermination de cette agence onusienne à soutenir le secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, qui est d'une importance capitale, car ce domaine permet de résoudre plusieurs problèmes, surtout chez les enfants. Mais je souhaite, au nom de l'UNICEF, féliciter et rendre hommage au leadership du ministre de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. En 4 mois, nous avons vu énormément d'accélération dans la mise en œuvre de projets
qui ont été conçus par le gouvernement. Et je voudrais réaffirmer ici que vous pouvez compter sur l'appui de l'UNICEF pour faire en sorte que l'eau potable soit accessible à un nombre encore plus important de personnes ici dans le Grand Sud, étant donné que ça correspond à une des priorités du président de la République et du gouvernement malgache. Vous pouvez compter sur l'appui constant de l'UNICEF. Nous concluons ici le démarrage de 3 ouvrages extrêmement importants en matière d'accès à l'eau potable pour les populations du district de Ampani Ouest. 5000 personnes vont bénéficier de l'accès à l'eau potable. Par ailleurs, le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Naravu Kajafidinia, va indiquer que l'État malagasy, sous le leadership du président Andradzueln, déploie tous les efforts nécessaires pour changer l'histoire de cette partie sud de Madagascar afin de résoudre et même éradiquer les problèmes liés à l'adduction d'eau potable. Les efforts menés jusqu'ici sont coordonnés dans ce sens. Il est à noter que la commune d'Andjouipane est actuellement ODF ou zéro défécation à l'air libre. La commune et l'ONG SAI, qui a mené la sensibilisation contre la défécation à l'air libre, ont reçu des certificats lors de l'inauguration de ces infrastructures d'adduction d'eau potable dans la commune rurale d'Andjouipane. Et sur le plan sportif à présent, l'AS Sainte-Anne Bungatsar est sacré super champion de la Champions League d'Antsimjan suite à sa victoire par 3-0 contre l'équipe de Centre Tanzumbat hier au stade de la commune de Sualandi en Kadvrobé. L'équipe gagnante a donc remporté le trophée de la victoire avec une somme de 4 millions d'ariars. Le vice-champion, quant à lui, a bénéficié d'une somme d'1 million d'ariars. Le député élu dans cette circonscription a affirmé que la compétition se poursuivra pour l'année prochaine. Rador Manazatouf et Anza Radonravel nous en dit plus dans ce reportage. L'équipe de Tanzumbat Centre n'a pas tenu face à la Sainte-Anne Bungatsar hier lors de la finale de la poule des As Antsimjan Champions League. Dès la 10 minutes du jeu, la Sainte-Anne a pu marquer son premier but grâce à un coup franc. C'est sur un score de 1-1 que les deux finalistes sont quittés à la mi-temps. L'AS Sainte-Anne Bungatsar a encore marqué 2 buts durant cette deuxième période. C'est sur ce score de 3-1 que l'AS Sainte-Anne a remporté la victoire et a donc remporté le trophée avec une somme de 4 millions d'ariars. Ce résultat est le fruit de la volonté de l'équipe depuis le début de la compétition selon le dirigeant de l'AS Sainte-Anne. La commune de Bungatsar a également été dotée d'ordinateurs portables et d'imprimantes étant donné que c'est la commune gagnante. De son côté, l'équipe vice-championne a également bénéficié d'une récompense d'1 million d'ariars. Les deux équipes demi-finalistes ont également reçu une somme d'argent pour leur parcours dans cette compétition. À titre de rappel, cette compétition a débuté le 9 avril dernier. Le président de la République a offert une somme de 10 millions d'ariars à départager entre les participants. La compétition a été une réussite selon les députés d'Antsimjan. Elle a été clôturée hier par des feux d'artifice. Toujours sur ce sujet, la commune de Sualandi en Kadvrobé sera dotée d'un terrain mixte, a annoncé hier les membres du gouvernement lors de la finale du Champions League d'Antsimjan. Les travaux débuteront dans un mois selon les explications contenues dans ce reportage. Dans le cadre de la promotion des jeunes, les membres du gouvernement qui ont assisté hier à la finale de la poule des As en Kadvrobé ont annoncé la construction des nouvelles infrastructures pour cette circonscription, dont une infrastructure sportive de basketball, volleyball et de handball. Dans le cadre de la promotion du sport également, les élus et les nommés de ce district ont disputé un match de foot hier avant la finale de la Champions League d'Antsimjan. À l'issue du match divisé en demi-temps de 20 minutes, les deux équipes se sont quittées sur un score de 1-1 hier. À présent, concernant les actualités internationales de ce jour, le site de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia, la plus grande d'Europe, a été bombardé pour la deuxième fois en un peu plus de 24 heures ce week-end, tandis que 4 nouveaux cargos chargés de céréales, cruciales pour la sécurité alimentaire mondiale, ont quitté dimanche des ports ukrainiens, d'après ce reportage de France 24. Quelques minutes après l'impact des tirs, au pied de lignes à très haute tension, directement reliées à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia.
aucune image plus proche ne nous parvient pour le moment. Les Russes occupent depuis des mois ce site nucléaire interdit d'accès. La centrale de Zaporijjia se trouve à la limite nord du territoire occupé par les Russes. Elle est actuellement co-gérée avec la compagnie nucléaire ukrainienne, qui affirme que le bombardement a entraîné l'extinction automatique de l'un des réacteurs, ainsi que des dégâts importants. Il existe toujours des risques de fuite d'hydrogène et de substances radioactives et le risque d'incendie est également élevé. Ces photos ont été transmises par le gouverneur pro-russe de la région. Il confirme la rupture de 2 lignes à haute tension, mais lui renvoie la responsabilité aux combattants ukrainiens. C'est la 2e fois que la centrale de Zaporijjia subit des tirs d'artillerie. En mars, les Russes s'étaient ainsi emparés du site, suscitant l'indignation internationale. Aujourd'hui, le chef de la diplomatie européenne condamne la Russie pour, je cite, « une violation grave et irresponsable des règles de sécurité nucléaire ». Et après 18 mois de négociations et une nuit marathon de débats, le Sénat américain a adopté dimanche 7 août le grand plan de Joe Biden sur le climat et la santé, offrant une victoire d'étape significative au président. Toujours un reportage de France 24. 18 mois de négociations, une nuit entière de débats, et au bout du compte, l'adoption sous les applaudissements du grand projet de loi sur le climat et la santé par le Sénat américain. Une victoire significative pour les démocrates et Joe Biden, à 3 mois des élections de mi-mandat. Aujourd'hui, les démocrates du Sénat ont voté pour réduire le coût des médicaments, de l'assurance maladie et de l'énergie, tout en réduisant le déficit et en faisant payer aux entreprises les plus riches leur juste part. J'ai fait campagne pour que le gouvernement travaille à nouveau pour les familles qui travaillent. C'est ce que fait ce projet de loi. Officiellement connu sous le nom de plan anti-inflation, ce projet de loi comprend le plus grand investissement jamais engagé aux États-Unis pour le climat. 370 milliards de dollars injectés dans le secteur avec un objectif, réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030. Autre volet de ce plan de dépenses, 64 milliards de dollars d'investissement dans la santé et la réduction progressive de certains médicaments sur ordonnance. Certains peuvent être 10 fois plus chers que dans d'autres pays. Aujourd'hui, après plus d'1 an de travail acharné, le Sénat entre dans l'histoire. Je suis convaincu que la loi sur la réduction de l'inflation restera comme l'un des exploits législatifs les plus marquants du XXIe siècle. Le texte prévoit aussi de réduire le déficit public avec la mise en place d'un impôt minimal de 15%. Un impôt qui concernera toutes les sociétés qui font plus d'1 milliard de dollars de bénéfices. Selon les estimations, cette mesure pourrait générer plus de 258 milliards de dollars de recettes au cours des 10 prochaines années. Une trêve précaire est entrée en vigueur dimanche à 22h30 heure de Paris entre le groupe armé palestinien Djihad islamique et Israël après 3 jours d'hostilité qui ont coûté la vie à 44 Palestiniens dont des enfants dans des frappes israéliennes sur la bande de Gaza. Les détails dans ce reportage. Des frappes jusqu'à la dernière minute. L'armée israélienne a mené des raids sur la bande de Gaza juste avant le début de la trêve conclue avec le djihad islamique. Selon Israël, ces frappes ont été menées en réponse à des tirs de roquettes visant le territoire israélien. C'est donc une paix fragile qu'installe cette trêve obtenue grâce à la médiation de l'Égypte. Israël se réserve le droit de répondre fermement à toute violation. Même son de cloche côté djihad islamique. Pourtant, sur la bande de Gaza, où le groupe armé est implanté, la population célébrait l'accord. Tout le monde vivait dans la peur. Nous nous inquiétions pour le père, la mère, le frère, et nous avions peur pour les voisins. Cette trêve conclut 3 jours de conflits meurtriers dans la bande de Gaza. Vendredi dernier, l'armée israélienne, par des raids aériens, a visé les positions du djihad islamique, avec un objectif, neutraliser de hauts responsables militaires du groupe armé. Si elle y est parvenue, les frappes ont causé de nombreux dégâts. Selon les autorités palestiniennes, elles ont causé la mort de dizaines de civils. Je courais, je ne savais pas quoi faire. Les gens ont commencé à venir et à secourir les résidents de l'immeuble à côté de moi. D'après Israël, des centaines de roquettes ont été tirées à partir de Gaza depuis vendredi, mais la grande majorité ont été interceptés. Bien qu'ils soient fragiles,
Le cessez-le-feu a été salué par l'Organisation des Nations Unies. Elle a exhorté toutes les parties à respecter la trêve. C'est également avec cette actualité internationale que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée sur Viva.